Votre Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellence leader, présidents et présidentes, premier et première ministre, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, Son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, Son Excellence Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni, Excellences, présidents et présidentes, premiers et premières ministres et chefs des gouvernements, chanceliers et chancelières, honorables premières dames et époux des présidentes, où vous soyez dans le monde immense, demeure votre honneur d'être représenté dans cette synthèse politique mondiale. Votre Excellence Melania Trump, Votre Excellence Michelle Obama, Votre Excellence Dr. Jill Biden, Votre Excellence Brigitte Macron, Votre Excellence Margaret Kenyatta, Votre Excellence Sarah Netanyahu, Votre Excellence Amina Abbas, la très honorable Sophie Grégoire Trudeau, Vos Majestés, Rois et Reines, Princesses et Princes, Duchesses et Ducs, Altesses des familles royales, Vos Saintetés, le Pape François, le Dalai Lama et les leaders des autres confessions religieuses, chers membres du Congrès américain, chers membres de la Chambre de la Douma, chers membres de la Chambre des communes à Ottawa, vénérables sénateurs et honorables députés, honorables leaders et des communautés amérindiens, des autochtones et des Premières Nations, honorables leaders, membres de la société civile, peuples des nations, peuples africains, peuples congolais, chers compatriotes. Dans nos précédentes adresses, nous avons eu l'honneur de respecter la plus noble des traditions des pères fondateurs de l'Organisation des Nations Unies ayant subi des persécutions nazies, fascistes et sionistes, celle de consulter la communauté internationale qu'elle est censée représenter et de lui proposer des solutions aux grands défis et incertitudes qui empêchent l'humanité d'être libre, d'être en bonne santé et d'être prospère. Avant de soumettre l'émergence des incertitudes économiques, politiques et socioculturelles actuelles comme défi de l'humanité, ainsi qu'à titre de rappel des urgences aux menaces auxquelles mon pays, le Congo-Brazzaville, mérite toute l'attention de la communauté internationale, qu'il soit permis de saisir cette occasion pour exprimer d'abord notre gratitude à l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu vivant, de nous avoir protégés face aux nombreux poisons et pièges racistes, maçonniques, xénophobes, pour lesquels les partisans de la haine et de la traîtrise attendent toujours que notre corps entre dans le coma, comme leurs nombreuses victimes. L'Éternel, en nous gardant en vie, nous donne ainsi l'opportunité de travailler pour défendre les droits des peuples, en particulier les droits des peuples africains et du peuple congolais. Même si pour les raisons qui leur sont propres, ils n'ont pas pu venir au Kenya, me rencontrer et m'aider, non seulement à combattre l'oppression et défendre nos droits internationaux au mépris de la dictature, de vivre et de travailler dans notre pays, nous exprimons notre reconnaissance à nos amis pour le niveau de soutien qui était en leur pouvoir. Il en est ainsi lorsque notre reconnaissance s'ouvre au niveau du soutien de l'ancienne école des POTUS et des FLOTUS aux anciens présidents et vice-présidents des États-Unis d'Amérique, leurs excellences Barack Obama et Joe Biden, leurs épouses Michelle Obama et Dr. Jill Biden, respectivement ancienne première dame
et l'ancienne deuxième dame des États-Unis d'Amérique. Toute la coalition des démocrates, mais également des républicains, avec lesquels nous avons passé de très bons moments de campagne et d'approfondissement de la démocratie. Que notre voix de reconnaissance arrive jusqu'aux oreilles de ce lobby opérant dans l'anonymat, composé des braves femmes et hommes, des anciens adversaires qui nous soutiennent et déterminés à défendre le droit, la liberté, la justice dont les peuples congolais et africains en général ont besoin. Enfin, reconnaissance aux autorités du Kenya pour leur soutien malgré les contraintes coloniales entourant les partenariats économiques et maçonniques. Nos remerciements donnés à décharge de tous les soutiens reçus jusqu'à présent, mais également des trahisons sans lesquelles notre leadership n'aurait pas pu s'affirmer et nous n'aurions pas pu mesurer l'ampleur des barrières sur ce combat pour la libération de notre peuple. C'est en repoussant l'ingratitude jusqu'à son dernier retranchement qu'il nous est possible de montrer la profondeur et le bien fondé de nos évaluations de la situation actuelle des relations internationales ainsi que ses projections vers l'avenir. Afin de leur donner un contenu accessible, nous lui prêtons une méthodologie qui a le mérite de perdre l'altitude sous forme de quadrupède de crise économique, sociale, culturelle et politique sans précédent. Avec du recul, grande est la tristesse pour les peuples de constater que leur nation, réunie autour de l'Organisation des Nations Unies, qui avait endossé pour certains le statut de république, avait pendant des décennies abandonné leurs engagements internationaux, livrant ainsi les peuples au pouvoir d'esclavage privé. Que la communauté internationale veuille trouver dans nos capacités démonstratives non seulement l'évidence de cette quadrupède de crise dangereuse pour l'humanité, mais surtout leur lien effectif et continu avec la menace de la paix et la sécurité internationale que consacre la Charte des Nations Unies, garante constitutionnelle des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, de leur liberté et leurs droits fondamentaux. Chers membres de la communauté internationale, peuples des nations, peuples africains, nous avons déjà soumis que la présentation des crises politiques, économiques, sociales et culturelles actuelles a le mérite de la clarté et qui nécessite une experte analyse dont le seul but est de proposer des solutions intelligentes qui guideront l'humanité et notre pays, le Congo, dans la nouvelle année 2019 et bien au-delà des agendas 2063 et 2070. Ainsi, de cette quadrupède, il faudra commencer par relever la pertinence des effets comparatifs de la crise économique actuelle, plus dangereuse, plus destructive que la crise économique de 1929. Nous invitons la communauté internationale de ne pas perdre de vue que la crise économique de 1929, dite crise de spéculation boursière, avait produit près de 16 millions de chômeurs, avait décimé des milliers de Noirs aux États-Unis en proie à la pauvreté et à la maladie, incapables de se soigner. Cette expérience douloureuse du retrait et du protectionnisme des capitaux avait fait des victimes en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, ainsi qu'en Amérique du Nord et centrale et latine. L'histoire étant ingrate, a oublié ces milliers de morts pour ne retenir que l'histoire de la perte des capitaux et bénéfices des milliardaires de l'époque, pour ne faire valoir que les pertes des familles Rockefeller, J.P. Morgan, Winston Churchill, Vanderbilt, Eddie Cantor et Groucho Marx. À l'époque, le leadership américain consistait à sauver l'humanité. La solution du New Deal initiée par le gouvernement américain devrait être analysée dans cette optique. Tirant les leçons de cette expérience meurtrière humaine et du capital, ni le New Deal introduit par le gouvernement américain, ni les réserves d'or cachées et pillées en Afrique, ni la parité d'or hors dollar ne furent que des solutions bien éphémères pour empêcher la grogne sociale en Allemagne, en Europe et la montée des régimes nazistes, fascistes et militaristes, favorisant ainsi la Deuxième Guerre mondiale,
le génocide de l'humanité et surtout celui complémentaire de la traite négrière des Africains. En quoi la crise économique actuelle est plus dangereuse pour l'humanité et un danger permanent pour l'Afrique? D'abord, l'Amérique, qui avait la responsabilité de défendre les pays faibles, qui avait sauvé la France d'apporter les valeurs démocratiques, de défendre les libertés publiques d'opinion de la presse et des médias, est prise en otage par les forces non démocratiques. Ce qui justifie l'expression selon laquelle l'Amérique ne peut plus être gendarme du monde. Le recul du leadership américain, porteur d'espoir des valeurs démocratiques et humanistes, introduit une crise économique permanente, de l'effondrement des trésors publics, de l'inutilité des ministres des Finances et étatiques au profit des paradis fiscaux, un vrai danger pour la liberté de circulation des capitaux, l'économie de partage et le pouvoir des peuples de subvenir à leurs besoins. Si malgré nos choix économiques, il nous est difficile de contredire Vladimir Ilitch Lénine que la politique est l'expression la plus concentrée de l'économie, la communauté internationale devra convenir avec nous que les économies nationales sont remises aux mains de Lucifer, que la crise économique conduite par les stratégies doctrinales du nouvel ordre mondial est 1000 fois plus dangereuse que les crises précédentes. En résumé, les indices de rattachement à la crise économique montrent qu'en l'absence de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, tous les pays qui respectent leur pays et continents dotés d'armes de dissuasion nucléaire ont conclu des ententes secrètes pour imposer leur volonté économique et financière. Cette volonté inclut l'occupation de l'Afrique de ses matières premières au mépris du droit international, du commerce international. Ainsi, les années qui se sont écoulées, le monde a vu naître le passage des présidents des peuples au président du nouvel ordre mondial, taillé sur mesure dans les industries des seuls intérêts des riches et non des pauvres. La communauté internationale n'a pas montré son intention sur la renaissance des trésors publics et autrefois s'occuper des peuples, les abandonnant au pouvoir des systèmes économiques et financiers, des paradis fiscaux, des entreprises privées. Ce système dangereux pour les peuples vise exclusivement la transformation des finances publiques en finances privées, des compagnies et des autorités politiques, leurs actionnaires étrangers, la création des banques écrans aux fins de recyclage et de blanchiment des billets imprimés hors circuit habituel monétaire international, la privatisation des services et entreprises publiques, le maintien des monnaies coloniales dans nos pays face aux réalités macro et microéconomiques du XXIe siècle, la dévaluation de ces monnaies au mépris de l'exigence de la monnaie d'intégration économique africaine. Tous ces indices tuent non seulement le pouvoir d'achat des peuples, mais également celui des importations et la balance commerciale dans le viol total des règles multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce. Le laisser-faire autorisé au président, sous pression sur les emprunts publics et privés, c'est-à-dire l'endettement à volonté, au nom des peuples qui en réalité n'en profitent qu'à la colonisation et à sa cousine, la franc-maçonnerie, participe aux funérailles des générations présentes et des générations futures. Au total, en l'absence d'une guerre des missiles supersoniques, au milieu d'un conflit généralisé analogue aux Première et Deuxième Guerre mondiale, autant d'indices valident le crucifiement de l'humanité et l'Afrique, une crise sociale sans précédent qu'il convient maintenant de rendre à l'évidence. En effet, 66% des Africains sont sans emploi et 60% des Américains noirs subissent des discriminations à l'accès à l'emploi, le financement de leurs entreprises, à l'accès au crédit, à l'accès aux mécanismes facilitateurs de remboursement des microcrédits et des hypothèques. Crise sociale. Lorsque plus de 16% de la jeunesse africaine a été donnée en holocauste en Libye, dans les eaux de la Méditerranée, et les survivants sont en captivité dans le Maghreb,
forcés dans un programme périlleux de l'exode et l'immigration de masse. Plus dangereuse, le système social, introduit par les francs-maçons, qui rend obligatoire l'enrôlement des travailleurs dans l'organisation criminelle, compris nos enfants mineurs, et qui les encourage, les détourne des efforts de la vie quotidienne, les efforts de la vie scolaire, professionnelle, technique et académique qu'ils auraient dû consentir en contrepartie de l'enregistrement illicite. Il suffit de remplir un formulaire d'appartenance à la franc-maçonnerie. Ce système maçonnique enseigne clairement à nos enfants, à nos jeunes, de ne pas étudier, de ne pas apprendre un métier, d'être paresseux et d'attendre des virements dans leur compte bancaire ou par enveloppe secrète de corruption, l'argent volé dans nos pays, mais également l'argent de nos honnêtes travailleurs et retraités impayés depuis des mois, voire des années. La stratégie est également celle de les endetter toute leur vie, ce qui justifie que la franc-maçonnerie sous ses multiples appellations est un danger pour l'humanité. Avec son actif, le génocide Lari au Congo ou le génocide Congo, le génocide rwandais, 6 millions de juifs donnés en holocauste en Europe, plus de 16 millions de Palestiniens, de nombreuses victimes en Amérique, au Canada, en Asie, en Amérique latine, en Europe, en Océanie. Elle a sacrifié plus des humains que ne l'ont fait les épidémies et les pandémies. Elle a enlevé plus de vies durant des siècles en Afrique, Caraïbes et Pacifique, sans oublier les Africains d'Amérique et les fosses communes en République démocratique du Congo. Ce qui justifie que la franc-maçonnerie doit être considérée dans l'ordre constitutionnel, chaque nation comme un danger à la sécurité publique et dans l'ordre international, une menace à la paix et la sécurité internationale. Par conséquent, pour les peuples ayant survécu à l'occupation, aux empoisonnements, au génocide, aux holocaustes et l'ensemble de la communauté internationale, combattre la franc-maçonnerie sous toutes ses formes et l'éradiquer est une œuvre de salubrité publique. La crise sociale sans précédent, avec l'inutilité de l'Organisation internationale du travail, bien qu'ayant des agents bien rémunérés pour lutter contre le désemploi, est incapable de faire pression aux États, d'initier des embauches dans les secteurs publics et privés qui transcendent les barrières raciales et tribales et ethniques en Afrique et à travers le monde. L'OIT a abandonné les travailleurs à la merci du système du nouvel ordre mondial, selon lequel les francs-maçons sont autorisés à violer, à tuer, à ne respecter aucune loi relative à la protection gouvernementale des citoyens et leur travail, en toute impunité, y compris le droit de confisquer les salaires, les pensions de nos retraités, les bourses des étudiants et les femmes mariées. Crise sociale avec l'effondrement de l'Europe sociale et l'apparition des gilets jaunes, comme le furent les mouvements Y en a marre au Sénégal, ça suffit au Congo-Brazzaville et anti-apartheid en Afrique du Sud. Crise sociale avec la convergence des caravanes des peuples d'Amérique latine abandonnés par leur gouvernement s'acheminent vers les frontières américaines et canadiennes. Crise sociale avec l'éclatement de la famille. Les hommes sont jetés dans les poubelles sans emploi ni revenus. Les femmes sous contrôle isolées et seules avec les enfants vulnérables sont forcés d'accepter des emplois de chantage maçonnique, sinon de se rendre pratiquement aux enchères publiques pour leur survie. Une autre alternative est d'accepter d'être la 6e, sinon la 60e épouse des frères maçons enrichis illicitement. Crise sociale lorsqu'en Afrique, comme dans de nombreux pays à travers la planète, parfois fournissant des minerais au pétrole et du pétrole et de l'énergie, dont l'appareil gouvernemental abrite un ministère de la santé avec un budget exorbitant, mais n'ont jamais depuis des décennies réussi à se doter d'une couverture universelle de l'assurance maladie. Tant il est vrai que notre adresse n'a pas l'ambition d'épuiser tous les éléments rattachés à l'évidence d'une crise sociale sans précédent, elle engendre une crise d'identité, des crises humanitaires en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, en Palestine, au Soudan, au Myanmar, au Mali, en République démocratique du Congo, dans la République centrafricaine et dans la région du Poul, dans mon pays, le Congo-Brazzaville. L'urgence pour la communauté internationale est de respecter le droit international et les résolutions de l'ONU
pour reconnaître que la Palestine est un pays souverain, membre de l'ONU, d'assister les enfants et les hommes par des couloirs humanitaires dans ces pays, mais également d'autres comme le Soudan, la Somalie, la République centrafricaine et le Cameroun. 2019 est un appel à réparation à la crise culturelle que vit l'humanité et l'Afrique. Bien avant nous, les savants africains, de l'indulgence des omissions des autres travaux, ne citant que le professeur Omotunde des humanités classiques, le professeur Pascal Issouba, le professeur Théophile Obenga, le professeur Alem Abakou, chacun dans son intelligence avait attiré l'attention de la communauté internationale sur cette crise culturelle. Mais c'est dans les travaux du professeur Komankassa et surtout le professeur Cheikh Anta Diop, l'un sinon le plus grand savant africain du XXe siècle, qui peut trouver les évidences des causes et des conséquences de cette crise. En résumé, de l'avis du professeur Cheikh Anta Diop, aucun peuple sérieux ne peut prétendre se développer dans la culture et la langue d'autrui. La culture devient l'autre facteur de développement indispensable à un peuple. Il appartient donc aux peuples africains de garder en héritage les langues étrangères, mais dans les années à venir, de revaloriser leur propre langue et culture. D'ores et déjà, le Kiswahili a été choisi comme la langue de communication interafricaine. C'est l'unique chance pour les enfants d'Afrique déportés dans les Caraïbes, Pacifique et dans d'autres îles et en Amérique de retrouver les repères ancestrales soutenus par la délivrance des passeports africains pour leur mobilité partout en Afrique. Enfin, le monde fait face à une crise politique sans précédent que les États-Unis d'Amérique et la planète devraient corriger. Cet appel à réparation démocratique considère le fait que les années qui se sont écoulées jusqu'en 2018 qui s'achèvent, les pays occidentaux traditionnellement démocratiques ont organisé les élections douteuses, non libres et non transparentes. Les États-Unis d'Amérique et la France ont offert au monde un exemple patent de cette galère démocratique. Ces méthodes relatives aux tricheries électorales et galères démocratiques ont été exportées dans la majorité des pays à travers le monde sous forme de modifications sauvages des constitutions, l'exclusion des candidats suivis et soutenus par la majorité des peuples, des candidats de l'opposition choisis d'avance qui refusent d'être proclamés vainqueurs, comme ayant obtenu la majorité des suffrages du peuple au profit des candidats dictateurs, dociles aux intérêts étrangers. Ces présidents, malgré leurs bonnes intentions, sont taillés sur mesure à la manufacture, aux origines douteuses, et représentent non pas les intérêts du peuple, mais bien ceux des maîtres d'esclaves. Un président devient une menace à la sécurité publique lorsqu'il a été imposé de l'extérieur pour assurer exclusivement les intérêts étrangers en contrepartie d'une autorisation des pilleurs et de l'occupant d'empoisonner, d'assassiner, d'étouffer par le sang les revendications légitimes des nationaux sur lorsqu'il reçoit l'autorisation de demeurer éternellement au pouvoir au mépris des limites légales de son mandat. Pour notre part, les intérêts étrangers doivent être en rapport étroit avec le développement des intérêts publics.